Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs, madame le député, monsieur le proviseur, bonjour. Je remercie bien sûr les organisateurs de m'avoir proposé ce sujet. Quelle est la place de l'intelligence artificielle en imagerie? J'en profite pour vous rappeler que se tiennent en ce moment à la Porte-Maillot les Journées françaises de radiologie, qui est le congrès annuel, et que ce congrès donne bien entendu une large place à l'imagerie et bien sûr à l'intelligence artificielle. Alors, il y a un espèce de phénomène de mode derrière tout ça. Et je remercie beaucoup Ludovic Bordas de son magnifique exposé qui a bien posé les choses. Mon approche sera un peu plus critique, non pas parce que c'est une question de génération, mais je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur ce que nous apporte réellement l'intelligence artificielle et qu'est-ce qui se cache derrière cet effet de mode qui est largement mis en avant. Bon, c'est dans l'autre sens, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Il faut la définir. Et en fait, c'est une notion qui est déjà ancienne, puisque ça date de 1956. Il faut se souvenir que derrière tout ça, ce sont des procédés mathématiques. Ce sont des mathématiciens qui font ces travaux, la mise au point de ces algorithmes. Et la référence à Cédric Villani est bien évidente, puisque c'est un mathématicien célèbre. Et l'intelligence artificielle consiste à découper le fonctionnement intellectuel en étapes différentes et simuler le fonctionnement cérébral de la façon la plus précise possible. Elle cherche donc à reproduire effectivement les capacités de notre cerveau, les capacités cognitives, à effectuer une tâche, une réflexion, une détection, donc tous les processus qui sont engagés dans la lecture d'une image. Alors vous vous demandez sûrement qui est cette dame, et donc j'en profite pour vous dire que les dames n'ont pas peur de l'informatique. Il s'agit de Ada Lovelace, qui était la fille de Lord Byron. Elle est née en 1815, elle est morte en 1852, et on n'est pas très loin du sujet, puisqu'elle est morte d'un cancer de l'utérus dans des conditions épouvantables, comme on peut l'imaginer à l'époque. Et cette dame est probablement la première programmeuse de l'histoire, puisque c'est elle qui a utilisé la machine de Charles Babbage, qui était un mathématicien, pour mettre au point des méthodes de calcul. Donc vous voyez, l'intelligence artificielle, ce n'est pas tout à fait récent, et les dames s'y sont intéressées. Alors la deuxième question qu'on peut se poser, c'est de savoir si c'est réellement disruptif, parce que tout d'un coup, ça explose. On voit des gourous à droite à gauche qui nous annoncent des merveilles. Et en fait, quand on revient un petit peu en arrière, il faut se souvenir que l'ordinateur date de 1943, l'intelligence artificielle est arrivée en 1946, et il a fallu attendre effectivement 1974 pour voir un logiciel appliqué réellement à la médecine, c'est le logiciel MyCin, M-Y-C-I-N, qui était capable de reconnaître des bactéries et de proposer un traitement et une dose d'antibiotiques adaptés à la morphologie et au poids du patient. Et puis secondairement, il y a eu évidemment quelques phénomènes, mais si vous regardez l'échelle de temps, elle est relativement longue, c'est-à-dire qu'effectivement, Watson a battu un joueur d'échecs, le système de Google a battu un joueur de Go, mais tout ceci se fait par étapes progressives. Et puis on sait aussi que, et c'était une des failles de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est capable de commettre des grosses erreurs. On a entendu parler de ce jeu américain qui s'appelle Jeopardy, où effectivement l'ordinateur a battu les joueurs, sauf que quand on lui a demandé quelle était la ville américaine, il a répondu Toronto, donc vous savez que c'est au Canada. Donc ces systèmes ne sont pas fiables à 100%, il faut quand même garder ça derrière la tête et se dire, comme l'a très bien dit Ludovic, que l'homme apporte son intelligence à la machine et pas tout à fait l'inverse non plus. Alors effectivement, il y a tout un buzz derrière tout ça. Il y a des gens qui vendent du papier, c'est clair. Il y a aussi des gens qui, comme Stephen Hawking, qui sont évidemment des grandes personnalités très connues, qui ont dit qu'il y avait un danger pour l'espèce humaine. Et on a même parlé aussi de la singularité où les ordinateurs et le robot allaient remplacer l'être humain. Et puis on a vu apparaître aussi des gens plus ou moins éclairés dire que effectivement l'intelligence artificielle allait remplacer les radiologues. On a même été jusqu'à dire que c'était même plus la peine d'en former. Donc il faut faire un petit peu la part des choses et revenir un tout petit peu. Alors je vais reposer un peu les mots qu'a utilisé Ludovic tout à l'heure pour l'intelligence artificielle qui effectivement segmente en différents niveaux qui sont de plus en plus performants et qui font appel à des systèmes de plus en plus spécialisés. Et ce qu'a dit Ludovic tout à l'heure est très intéressant, c'est que la puissance de calcul vient assez paradoxalement des applications informatiques utilisées pour les jeux vidéo. C'est-à-dire que ces jeux vidéo que nous maudissons quand nos enfants passent trop de temps derrière les consoles, en fait, ont abouti au développement de ces cartes extrêmement performantes qui coûtent pour certaines très cher, mais qu'on peut utiliser effectivement sur des plateformes informatiques à distance. Alors il y a le premier niveau qui est le machine learning, qui est un système d'algorithme où la machine apprend, et apprend peu, mais apprend. Elle peut être guidée, comme ça vous a été dit. Puis ensuite, il y a effectivement ce qu'on appelle le deep learning, qui donne une idée de profondeur, en fait, et qui est en fait l'utilisation de réseaux neuronaux. Et ça, c'est pas très nouveau non plus, puisque nous utilisons, avec les systèmes d'aide à la détection en mammographie, les réseaux neuronaux depuis une vingtaine d'années.
Et quand les CAD, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, sont apparus, on a dit que ça allait remplacer les radiologues, qu'on n'en avait plus besoin pour la deuxième lecture. Et puis très progressivement, on s'est rendu compte qu'effectivement, comme l'a très bien dit Ludovic, le collègue électronique n'avait pas les mêmes performances que nous et qu'il fallait l'aider un peu. Et puis, on arrive ensuite à des niveaux d'intelligence, et l'intelligence faible, c'est celle que nous avons tous les jours dans nos applications, dans notre smartphone, dans un certain nombre de choses. Et puis ensuite, l'intelligence forte, et là, on n'y est pas encore. Alors effectivement, les progrès de l'informatique laissent supposer qu'effectivement, on double les capacités tous les 2 ans, on attend les ordinateurs quantiques, mais on n'y est pas encore. Et les araignées qui sont là ne sont pas pour dire que les mathématiciens ont des araignées au plafond, mais c'est pour rappeler que tout ça reste quand même au départ un processus mathématique. Alors, il y a une question qui se pose et qui nous interroge tous, en tant que médecins, en tant que patients, en tant que citoyens, c'est que l'intelligence, elle répond à une artificielle, elle répond à une tâche précise. Mais, comme l'a dit très bien Ludovic, elle ne peut expliquer comment elle est arrivée à ce résultat. Donc, il y a un biais majeur, parce qu'effectivement, il faut descendre dans la boîte, ça prend du temps, c'est compliqué, et on ne sait pas toujours. Donc, cette boîte, elle introduit quand même une espèce d'opacité entre les concepteurs et les utilisateurs que nous sommes, et les gens qui sont soumis à ces systèmes. Donc il faut être assez critique et c'est très important. Alors dans la vie quotidienne, je vous l'ai dit, et on peut remarquer quand même que les pays n'ont pas le même degré d'avancement. Depuis par exemple 20 ans, en Irlande, on utilise les données collectées et connectées pour la surveillance des personnes âgées maintenues à domicile. Au Japon, la bouilloire électronique est branchée sur Internet et on sait que la grand-mère a pris son thé à telle heure, et si elle ne l'a pas pris, on se pose la question de savoir pourquoi. En France, bien sûr, tous ces systèmes n'existent pas ou de façon expérimentale, et donc il y a encore là aussi beaucoup à faire. Alors, je crois qu'on parle d'imagerie, c'est intéressant de revenir quand même à l'imagerie pour insister un peu sur les tendances en imagerie, c'est-à-dire savoir où nous en sommes aujourd'hui. Bon, on peut dire que la numérisation est complète, il n'y a plus d'acquisition non numérique ou de façon très exceptionnelle en radiologie, ce qui veut dire qu'on peut donc s'engager vers des systèmes qui utilisent les données numériques. Ce qui s'est passé aussi au fil des années, c'est que les radiologues de ma génération savaient tout faire. Ils avaient une formation très polyvalente, mais ils savaient un peu sur beaucoup. Et là, on a une tendance tout à fait inverse, c'est-à-dire que les gens savent beaucoup sur beaucoup moins, puisqu'on a une spécialisation par pathologie qui s'est développée progressivement de façon plus ou moins importante. Et puis, il y a aussi un changement. Nous étions, donc, comme je vous l'ai dit, des hommes à tout faire. Mais actuellement, on arrive à une délégation de tâches qui est nécessaire pour des raisons démographiques, pour des raisons d'économie aussi. Et donc, il y a un changement assez important. Il y a un point qui me paraît extrêmement utile, et l'établissement le représente assez bien, c'est l'intégration fonctionnelle sur un seul site. On peut tout trouver au même endroit. Il n'y a pas besoin d'aller dans différents endroits pour passer un examen. C'est malheureusement pas le cas à l'ensemble du territoire français, et j'interroge les politiques présents, qui sont largement responsables de cette politique, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que l'IRM a déjà presque 40 ans, le scanner aussi, et qu'il y a encore des endroits en France où il faut attendre 2 mois pour avoir une IRM. Et ça, c'est pas normal. Et on est passé, en ce qui nous concerne, d'un art médical à des compétences, et de ce fait, il faut évidemment pouvoir répondre de ces compétences. Et derrière, on est arrivé aussi à une logique poussée par l'assurance maladie avec une baisse incessante des tarifs, à une logique de production de masse pour diminuer les coûts, et ça, c'est pas forcément une très bonne idée non plus. Alors, en face, l'imagerie a des devoirs, bien sûr. Le premier devoir, c'est la pertinence, c'est-à-dire de faire le bon acte au bon moment, et de façon efficace. Il faut bien sûr une précision technique, une précision clinique, c'est-à-dire répondre à la question avec les bonnes techniques. Sécurité physique, mentale pour le patient, ça paraît évident, mais il faut aussi l'informer, et ça devient assez difficile. Et il faut aussi que le compte-rendu soit standardisé, utilisable par n'importe qui, c'est-à-dire que n'importe qui puisse le comprendre sans avoir à décoder ce que le radiologue a voulu dire. Et puis enfin, il faut que la communication soit adaptée, faite en temps voulu. Et c'est à toutes ces étapes que l'intelligence artificielle peut arriver à nous aider. Pourquoi ? En collectant les données, en amont, c'est-à-dire le dossier médical. Bon, je vous rappelle que le dossier médical, c'est une vieille lune, Douste de Blazy, je suppose que vous l'avez tous oublié. Ça fait des années qu'on en parle et le dossier médical n'existe toujours pas. Et il y a des sommes énormes qui ont été investies là-dedans. Donc effectivement, si on pouvait avoir une collection en amont des données, on avancerait certainement beaucoup mieux dans la prise en charge des patients. Donc je vous épargne la liste, mais c'est pour vous montrer que l'intelligence artificielle peut nous apporter quelque chose, et on sait que le temps moyen du médecin est occupé à 50% par des tâches non médicales, et en particulier pour les médecins généralistes. Les radiologues sont peut-être un peu plus efficaces parce qu'ils ont une organisation derrière.
Et puis derrière, il y a le traitement des données, c'est-à-dire l'analyse du questionnaire, l'aide à la détection, c'est ce dont je vous ai parlé avec les fameux CAD, la reconstruction automatisée, un certain nombre de fonctions qui sont encore manuelles ou plus ou moins semi-automatisées, mais qui prennent beaucoup de temps. Et puis la génération interactive des comptes rendus, avec des comptes rendus qui utilisent des logiciels qui permettent une stadification et une quantification, et puis éventuellement aussi une deuxième lecture automatique. Ça veut dire aussi que l'imagerie médicale a changé d'environnement. On est dans un nouveau écosystème. Alors effectivement, Ludovic nous a parlé des clouds, c'est un fait. Il y a aussi des systèmes de sécurisation avec les blockchains. Et puis, il y a aussi la télé-interprétation, le télécontrôle, qui sont autant d'éléments mis en place par les systèmes informatiques. Alors, je reviens un tout petit peu sur le cloud, parce qu'effectivement, on peut se dire, quand on exerce à Paris ou en région parisienne, et encore en région parisienne, grande variation, que ce serait assez logique d'envoyer des grandes quantités d'images, sauf que ces images ont un point informatique important, et que les tuyaux ne sont pas toujours à la hauteur. À 15 km de Paris, on n'a pas le même débit qu'ici, et au fin fond de la Creuse, encore moins. Donc l'hôpital de Guéret, qui n'a plus de radiologue depuis 20 ans, peut difficilement envoyer ces images à l'hôpital d'Aubusson ou ailleurs, parce que les réseaux ne fonctionnent pas. Et ça, c'est aussi une interpellation pour les politiques. Alors, on en arrive aussi à des données qui sont peut-être un peu plus techniques, et ce sera peut-être la part un peu plus technique de mon exposé. C'est ce qu'on appelle les radiomix ou les radiogénomics. Alors, les radiomix, en fait, ce sont les corrélations des données fournies par l'imagerie avec les données cliniques, histopathologiques, c'est-à-dire les prélèvements, les examens biologiques. Et on assemble tout ça pour définir une espèce de profil du patient selon les données radiologiques. L'étape suivante, et c'est celle qui arrive de plus en plus et qui est de plus en plus sophistiquée, qui fait appel aussi à l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle les radiogénomiques, c'est-à-dire qu'on va associer les informations génétiques. Alors, Ludovic a parlé bien sûr des données. On n'est plus dans le domaine des big data, on est passé à l'étage au-dessus, c'est-à-dire que les données sont énormes. Il faut des capacités de stockage, mais se pose évidemment le problème de l'enjeu que ça représente, aussi bien en termes de confidentialité, de sécurité, voire même de marché, parce que comme vous le savez, on cherche à acheter ces données. En haut de ça, en haut de la pyramide, il y aura effectivement une médecine plus personnalisée, c'est-à-dire plus adaptée à l'énorme variabilité humaine que nous connaissons. Alors finalement, est-ce qu'on va arriver au patient in vivo qui est construit à partir des images, des mesures que l'on obtient avec notre imagerie, au patient numérique? J'ai emprunté cette diapositive un peu adaptée à Nicolas Ayache, qui est professeur au Collège de France et qui a publié des remarquables cahiers sur l'intelligence artificielle en 2015, si mes souvenirs sont justes. Et effectivement, en intégrant tous ces facteurs, on va arriver non plus à un patient in vivo, mais in silico, ce qui va nous permettre de surveiller l'évolution, de faire une planification, une simulation, et également, bien sûr, le traitement et sa surveillance dans l'hypothèse, bien sûr, de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le cancer. Alors, l'imagerie cancérologique répond, donc un peu spécifique, un peu plus spécialisée, répond à des enjeux multiples. Un enjeu de prévention, la prédiction, est-ce qu'on peut la faire à partir de données génétiques, à partir des questionnaires, à partir d'un certain nombre d'éléments, ce qu'on appellera des facteurs de risque. Et puis, le corollaire de tout ça, c'est la surveillance et le dépistage. On sait en France que l'adhésion au dépistage du cancer du sein est encore insuffisante. Malgré tous les efforts qui ont été faits, il y a des départements, notamment à Paris par exemple, où le dépistage organisé a un taux de participation extrêmement faible et que progressivement on voit diminuer la participation au dépistage. Alors il y a plusieurs raisons. Effectivement, il a été conçu il y a 30 ans, il ne correspond plus tout à fait aux besoins, c'est trop contraignant, il y a des tas de choses qui entrent en ligne de compte, mais il n'empêche que les femmes ne se font pas assez dépister. Et si on parle de dépistage d'une façon générale, c'est la même chose pour le cancer du côlon. L'homme est 2 fois plus sujet au cancer du côlon, or il se fait 2 fois moins dépister que les femmes. Allez comprendre. Le diagnostic, bien sûr, l'idéal, c'est de faire un diagnostic précoce pour diminuer le poids du traitement, on est bien d'accord, et améliorer le pronostic, et puis intervenir dans le diagnostic différentiel. Est-ce que c'est bien ce que je pense et comment le confirmer? Et enfin, le pronostic, avec l'établissement de la gravité du cas, avec la classification par stade. Et enfin, le traitement, c'est-à-dire la sélection, à quelle patiente va-t-on appliquer tel type de traitement et comment et pourquoi. Et puis derrière, mesurer l'efficacité et la toxicité. C'est vous dire que, pour ce qui est d'imagerie cancérologique qui nous concerne tous les jours, c'est un enjeu majeur avec des objectifs multiples. Alors effectivement, vous avez sûrement entendu parler du développement des biomarqueurs, des moyens qui permettent de détecter, de quantifier, de suivre l'évolution. Mais on sait que tous ces tests coûtent cher, qu'il faut un certain temps pour les mettre au point, et il faut optimiser ensuite la démarche. Or, dans l'image, nous avons un certain nombre d'informations. C'est ce qu'on appelle l'expression phénotypique. Bon, je suis encore blond aux yeux bleus, donc j'ai le phénotype bleu et cheveux blonds.
Et donc, on peut extraire de ces images des informations phénotypiques qui sont spécifiques de l'imagerie. Alors, on va bien sûr utiliser en même temps que ça, donc c'est la fameuse radiogénomique, les données génétiques avec la cartographie du génome, dont vous savez que le coût a beaucoup diminué. Autrefois, il fallait le premier séquençage du génome humain a coûté des millions de dollars. Aujourd'hui, ça coûte quelques centaines d'euros, donc on n'est plus du tout dans la même problématique, même si ce n'est pas encore toujours pris en charge dans certains cas, et ça permet d'identifier les gènes qui caractérisent le patient et ceux qui sont éventuellement à risque, en sachant qu'on ne maîtrise pas complètement tout. La radiomique, on va essayer d'extraire des images, des paramètres qui sont des paramètres quantitatifs. Et on va essayer de les corréler au devenir du patient. Et ça suppose bien sûr des données statistiques pour évaluer la réponse au traitement et le pronostic. Et puis de l'autre côté, la création du profil d'expression génique, je vous en ai parlé. Donc la radiomique, elle se fait par étapes, et on revient à ces fameuses données. Il faut collecter des données, traiter les images, utiliser l'intelligence artificielle et extraire de ces images des éléments qui vont nous permettre de décrire ce qui appartient spécifiquement à un type de patient ou à un type de pathologie. Et ça, on les obtient à partir des images de routine clinique. Et pour vous donner un exemple de la complexité, c'est que, par exemple, utiliser, comme vous le savez, les Asiatiques sont très en pointe dans ces domaines. Or, il se trouve que les données issues de l'intelligence artificielle utilisées en Chine ou au Japon ne sont pas extrapolables aux Européens. Parce que les morphotypes sont différents, parce qu'il y a des facteurs ethniques qui interviennent, et que donc, là, l'intelligence artificielle se heurte à un obstacle. Donc, il faut nettoyer toutes ces données, il faut les uniformiser, il faut les enrichir, il faut les labelliser, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les comptes rendus, aller extraire dans les comptes rendus les mots-clés, les rapporter aux images, et tout ça, ce sont autant de facteurs limitants, et à terme, on arrive effectivement à une information, au traitement de ces informations, qui est un traitement biostatistique et bioinformatique. Donc on peut arriver à une réduction du nombre de descripteurs et corréler ça aux paramètres cliniques. Alors voilà un exemple d'une patiente ou d'un patient qui avait de multiples tumeurs. Et si même de loin vous voyez probablement qu'elles sont toutes assez différentes, on va pouvoir en extraire, ça marche pas, mais c'est pas grave, l'intensité, la variation, les formes, etc., etc. Et passer ça à la moulinette de façon à en extraire les données, et ensuite les corréler à des informations génétiques et phénotypiques qui ne sont pas forcément celles de la morphologie, et le corréler au devenir. Bon, là, en l'occurrence, il s'agissait de cancer du poumon, donc vous voyez que le pronostic est très mauvais. Mais on peut extraire de nos images des informations beaucoup plus puissantes que celles qu'on extrayait jusqu'à maintenant. Alors les enjeux, bien sûr, c'est la pertinence. Quelle est la pertinence de ces systèmes, de ces données extraites par rapport aux autres tests? Quel est l'impact sur la prise en charge? Quelles sont les options thérapeutiques que l'on peut offrir en fonction de ces données radiogénomiques? Quels sont les bénéfices, en sachant que la génomique n'a pas encore délivré tous ses secrets? On sait qu'il y a des gens qui portent des gènes qui sont facteurs de risque, mais qui ne vont pas forcément exprimer la maladie, d'autres qui vont le faire, et inversement. Bon, ça reste assez compliqué. Il y a des limites techniques très importantes qui ne sont pas encore maîtrisées en matière d'extraction des données, et puis des limites médicales, qui sont le nombre de patients, parce qu'il y a des maladies rares, il y a des maladies plus ou moins fréquentes. Il y a une disparité des prises en charge dans tous les pays du monde, même s'il y a des consensus sur les sujets. La prise en charge est variable, et ce qu'on appelle, les Américains appellent le moving target, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est une cible qui se déplace en permanence. C'est mouvant, puisque la technique avance, et que donc les performances avancent aussi. Alors donc on en arrive effectivement au cancer du sein. Aujourd'hui, on peut dire que le dépistage du cancer du sein est techniquement satisfaisant en France, même si la participation des femmes est insuffisante. On sait que les radiologues sont accrédités, ils doivent répondre à un cahier de charge, la loi a bien fait les choses, ça fonctionne bien, mais on en arrive quand même à des performances qui sont bonnes, mais qui ne sont qu'acceptables si on admet que la sensibilité, c'est-à-dire la capacité à détecter une anomalie, n'est que d'environ 80%, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir faire mieux, que la spécificité, c'est-à-dire la capacité de dire que telle image est une lésion bénigne ou au contraire une lésion maligne, n'est que de 85%. Bon, en médecine, ce sont des performances déjà élevées, mais à l'échelle du patient, ça laisse une marge d'incertitude qui est de l'ordre de 20%. Donc qu'est-ce qu'on attend de l'avenir? Eh bien, c'est effectivement que la technologie augmente la sensibilité et augmente la spécificité, ce qui permet de raccourcir aussi les délais dans le dépistage, d'une lecture experte dès la première lecture et d'offrir une pertinence dans la prise en charge. Alors, bon, Ludovic en a parlé, je pense que c'est intéressant d'en parler un tout petit peu de Therapixel, qui est une firme française. Effectivement,
qui prend, comme vous le voyez sur la diapositive qui est là, comme référence pour évaluer son système, une étude qui date de 2005 sur 50 000 femmes, donc une étude qui a 13 ans, et leur système est un peu plus performant que cette étude de 2005, et l'objectif étant évidemment d'atteindre 100% partout, mais on peut penser que ce système, ça va s'améliorer, qu'il va apprendre au fil du temps, et permettre de nous apporter effectivement peut-être un peu plus de qualité dans tout ça. Alors, l'intelligence artificielle nous aide avec le traitement des données, avec la formation des algorithmes, avec la mise en place de critères de qualité. Bon, comme vous le savez, nous sommes dans notre pratique évalués en permanence. Nous savons parfaitement quelles sont nos performances en temps réel. Et on sait également quelles sont les performances des deuxièmes lecteurs. Et la grosse difficulté, évidemment, étant de ne pas positiver des lésions bénignes pour éviter de proposer à des femmes des procédures un peu agressives que sont les microbiopsies ou les macrobiopsies, même si on essaye de diminuer un peu la mauvaise tolérance de ces actes. Alors, il y a un concept qui est relativement récent maintenant, qui est le dépistage stratifié, c'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on doit offrir le même dépistage à toutes les femmes ou est-ce qu'il faut tenir compte d'autres critères? Alors, il y a une première étude qui est en cours aux États-Unis et en Suède. En France, en Europe, il y a aussi une étude à laquelle nous participons. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la place de la prise de décision partagée. C'est-à-dire qu'actuellement, vous recevez une feuille qui vous invite, puisque vous avez entre 50 et 74 ans, à aller passer un dépistage. Mais vous la lisez pas, vous la mettez à la poubelle, vous le mettez de côté, vous direz je le ferai plus tard, et vous n'allez pas vous faire dépister. Alors, il y a une enquête qui a été faite justement dans l'étude Wisdom dont je viens de vous parler, et qui montre que 95% des femmes suédoises souhaitent connaître leur risque personnel, c'est-à-dire quel est le risque théorique d'avoir un cancer du sein. 90% sont d'accord pour un dépistage plus fréquent, et par contre, quand on leur demande si elles sont prêtes à un dépistage moins fréquent, c'est-à-dire qu'on leur tire un peu le tapis sous les pieds, il n'y en a plus que 20% pour l'accepter. Donc il y a quand même un élément de complexité très important dans les comportements, et l'intelligence artificielle n'y suffira pas. Alors effectivement, on peut imaginer de faire un dépistage individualisé, stratifié, avec une consultation de dépistage, chose que les pouvoirs publics n'ont jamais voulu mettre en place, et savoir qui est éligible soit au dépistage standard, c'est-à-dire celui que vous connaissez avec une mammographie tous les 2 ans, ou au contraire, les gens qui ont des facteurs de risque plus importants et à qui on va proposer un dépistage différent. Bon, c'est un peu ce qui se fait déjà entre les lignes, mais ça n'est pas organisé. Bien sûr, sont exclus de ces dépistages les femmes qui sont à plus haut risque, c'est-à-dire les femmes qui ont déjà eu un cancer du sein, et bien sûr les femmes qui ont une mutation génétique, BRCA1, BRCA2 ou autre. Donc on va proposer effectivement, en fonction de ces facteurs de risque, et en utilisant toutes les données que l'on pourra extraire, soit un bras standard avec un dépistage qui peut éventuellement être un peu espacé, c'est-à-dire tous les 4 ans, soit un profil normal, c'est-à-dire tous les 2 ans, soit un profil à risque avec un dépistage annuel, ou dans les femmes qui sont vraiment très à risque, introduire des nouvelles méthodes de dépistage, enfin des méthodes complémentaires, c'est-à-dire l'IRM notamment, en sachant que le critère de densité dont a parlé Ludovic est un critère un peu nouveau, et on admet qu'effectivement les seins plus denses sont plus à risque que les seins moins denses. Bon, très bien, et on va utiliser effectivement pour ça aussi en complément les ultrasons, l'échographie, et puis les scanners à ultrasons. Ça fait des années qu'on en parle, pour l'instant c'est pas encore tout à fait au point. Voilà, donc j'en arrive un peu à la fin pour finir sur une réflexion qui est plutôt une réflexion sociétale, puisque il y a de nombreux pays qui ont des caméras partout. Dans l'exemple en haut à gauche, c'est au Japon pour l'identification des véhicules et la verbalisation automatique. Bon, on connaît ça à Paris maintenant aussi. À droite, c'est la place Tiananmen où il y a une reconnaissance faciale. Donc nous revenons tous d'un congrès à Pékin il n'y a pas longtemps, donc ils ont notre tête dans leurs archives. Et en bas, un autre système automatisé de verbalisation automatique. Alors quelles sont les incitations finalement? Il y a des incitations qui sont la diminution des erreurs. Tout ça, c'est logique. Effectivement, malgré notre compétence, malgré notre vigilance, nous commettons des erreurs. L'économie, en éliminant les fonctions à faible valeur ajoutée, ça pose aussi quand même un problème. Alors il peut s'agir d'emploi comme il peut s'agir de fonctions, ce qui est quand même un souci. Optimiser les coûts en éliminant les examens inutiles, effectivement, ça, ce serait une bonne chose, parce qu'on voit quand même beaucoup de gens qui ont déjà eu des examens quelquefois quelques jours avant et qui viennent pour en passer un autre parce qu'ils ont vu un autre praticien qui n'était pas au courant. Bon, ça, c'est effectivement les données. La chasse aux abus, et les abus, ils existent, aussi bien du côté des patients que des médecins, voire même des établissements d'hospitalisation, y compris dans le secteur public. Or, on sait que la sécurité sociale dispose d'un logiciel qui s'appelle SNIRAM, qui permet effectivement de faire la traque aux abus, mais il y a encore des choses qui passent au travers.
À l'inverse, de l'autre côté, il y a une tendance que vous connaissez tous, qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire on clique, on prend rendez-vous avec le docteur machin, on ne sait pas très bien qui il est, mais bon, lui, il prend plus vite que les autres, et on va là, et en avant, et qu'est-ce qu'on veut? C'est passer tout de suite, ne pas attendre le compte-rendu, et repartir immédiatement. C'est quand même extrêmement dangereux. Il y a aussi une dérive des robots qui sont proposés, qui sont des robots totalement inhumains, puisqu'ils sont capables d'agir sans réflexion et sans contrôle. Il y a peu de produits testés dans les différents logiciels dont on parle, et Dieu sait s'il y en a. Et il y a peu de produits qui ont été réellement testés cliniquement, c'est-à-dire comparés et évalués de façon suffisamment scientifique pour être certainement efficaces. Il y a également le problème de la législation, avec les RGPD dont vous avez sûrement entendu parler, ce qui pose quelque part aussi un problème éthique. Ce qui veut dire qu'il faut que nous restions, nous médecins, mais vous aussi patients, vigilants derrière cette boîte noire, puisqu'on sait très bien qu'un programmeur peut introduire des biais dans un programme, avec cet effet boîte noire dont a parlé Ludovic, qui me paraît extrêmement important. On peut introduire aussi des critères de discrimination. On peut détourner les indicateurs, et on peut contourner des aspects légaux ou tarifaires. Le logiciel peut faire ça très simplement. Et il peut y avoir aussi un écart entre les objectifs des concepteurs, que ce soit les GAFA ou d'autres, et les utilisateurs. Et il y a une question qui n'est pas tranchée du tout, c'est de savoir qui est responsable. Celui qui utilise le logiciel, qui dit oui, il a raison, c'est quand même une énorme responsabilité. Est-ce que c'est le concepteur du logiciel? Est-ce que c'est le fabricant d'ordinateur? On n'en sait rien. Et au bout du compte, tout ça est susceptible de remettre un petit peu en cause la relation qui est une relation fiduciaire, une relation de confiance entre le médecin et son patient. Et puis la question aussi qui se pose, c'est que devient la confidentialité? Bon, sans revenir à George Orwell, on est quand même assez surpris de voir avec quelle facilité les gens confient des choses finalement assez intimes à des sites comme Facebook ou autres, ou même à leur simple téléphone, et ils ne savent pas très bien quelle est l'utilisation qui est faite de ces données. Alors, bon, je crois que notre position est assez claire. Les radiologues sont assez intéressés par le progrès, ils l'ont toujours été, et donc ils savent s'approprier les nouvelles technologies pour ne pas en être victimes. Et donc apporter, comme le dit très bien Nicolas Ayache, des outils qui seront plus personnalisés, plus précis, plus prédictifs, plus préventifs. Donc ça, c'est le but. Et puis, il assistera les médecins sans les remplacer, parce qu'effectivement, les robots ne sont pas capables de faire preuve de compassion, en tout cas pour l'instant, de compréhension dans la même façon, de créativité, parce que ça manque un peu aussi, d'esprit critique, et ça c'est très important, et de conscience professionnelle. Et plutôt que le terme d'intelligence artificielle, je préfère ce que ces techniques peuvent nous apporter, c'est-à-dire une augmentation de l'intelligence, en sachant que nous apportons aussi notre intelligence aux machines. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Laveissière. On va bien sûr marquer une toute petite pause avant de poursuivre ces débats, mais il y a peut-être des questions dans la salle, même si évidemment ces problèmes sont extrêmement techniques. Oui, monsieur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui apporter soit Luc Rothenberg, soit vous, Robert Laveissière, vous allez répondre. Oui, bonjour à tous. Écoutez, je trouve ça extraordinaire au niveau de la recherche. Enfin, vous persévérez et je trouve ça vraiment extraordinaire. J'ai deux questions qui se posent. Une pour M. Ludovic Bordas. Est-ce que l'ordinateur quantique ouvrirait des marges un peu plus approfondies sur la recherche en imagerie? Et une question qui s'adresse à vous en général. Est-ce que le prix Nobel de physique qui a fait découvrir le laser à des puissances encore un peu plus extraordinaires pourrait aussi ouvrir des facilités dans la recherche, pour la recherche dans l'imagerie? Alors, je vais répondre tout d'abord sur l'histoire de l'informatique quantique. C'est évident que l'informatique quantique apportera plus de puissance de calcul. Et il est évident qu'aujourd'hui, on doit passer par des stratagèmes de manière à réduire la qualité des données initiales pour pouvoir les traiter dans un temps raisonnable. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur des données natives avec des temps de calcul qui dépassent l'année. Donc attendre une année pour avoir une réponse, c'est un petit peu trop long. L'objectif, en fait, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle dans un délai raisonnable pour avoir une réponse qui soit certes bonne, mais dans un délai également raisonnable. L'informatique quantique va apporter de la puissance de calcul et donc va être capable de donner des réponses plus rapides sur des données qui vont être natives. On n'aura pas besoin de passer par le pooling, on n'aura pas besoin de passer par la réduction de la qualité d'image pour ceci. Et dans le même ordre d'idée, actuellement, on a aussi des progrès qui sont faits sur l'amélioration de qualité image. Et forcément, l'informatique quantique va permettre de réaliser ces opérations
de manière encore meilleure et également de manière plus rapide. Parce que ce que je vous ai montré sur la mammographie, c'est des temps de calcul qui sont aussi délirants. Donc c'est pour ça que c'est validé en pratique sur des études, mais en clinique, on ne peut pas utiliser ça. On ne peut pas dire aux patients « je regarderai vos images demain parce que là, l'ordinateur calcule ». Luc, peut-être, tu vas ajouter quelque chose? Oui, pour les prix Nobel, ça c'est... Oui. C'est toujours difficile de donner des applications directes. Les prix Nobel, depuis une bonne trentaine d'années, sont décernés en général à des gens qui sont vraiment dans de la recherche fondamentale. Il y a donc les applications qu'on va pouvoir en tirer. Alors c'est toujours difficile, mais évidemment qu'on va s'en servir et que les sociétés, toutes les compagnies vont les capter. Et puis nous, en tant qu'utilisateurs, on va sûrement trouver des applications. Difficile aujourd'hui de vous dire... Voilà, plus facile de vous le dire au niveau des prix Nobel de médecine qui ont été donnés à 2 Américains qui travaillent sur l'immunothérapie. Et là, on est vraiment quasiment dans le sujet présent, parce que ce sont des études qui ont été faites il y a déjà plusieurs années et qui ont déjà leurs applications aujourd'hui dans beaucoup de domaines de la cancérologie. Et là, il y a des applications, en effet, thérapeutiques, directes. Donc très clairement, oui, certainement que toutes les avancées techniques, vous l'avez vu dans les 2 magnifiques exposés qu'on vient d'avoir, on les capte, on les utilise et on va s'en servir dans nos métiers. On nous propose des applications, d'ailleurs, que souvent même on détourne parce que les gens qui les développent n'ont pas toujours les idées que nous, on peut avoir. Donc c'est toujours un échange permanent entre les concepteurs et les utilisateurs. Et alors nous, Hartmann, moi en particulier, je suis dans cette dynamique-là depuis 25 ans où je travaille vraiment avec l'industrie et voilà, pour essayer de faire avancer les choses. Donc on ne sait pas encore ce que ça va donner demain, mais on va sûrement s'en servir. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Pour répondre à monsieur, les capacités de calcul sont tout à fait essentielles. Quand on a commencé à faire des reconstructions 3D à partir du scanner dans les années 80, on avait des floppies de 5,5 pouces, il y avait toute une pile, on allait nourrir la machine et on attendait la nuit pour avoir le résultat le lendemain. Et effectivement, actuellement, ça se fait en une fraction de seconde. Donc on peut imaginer effectivement que les ordinateurs quantiques vont nous permettre de résoudre peut-être la dimension temporelle. Le résultat, je ne sais pas. La deuxième remarque, c'est que le laser est déjà utilisé. Les chirurgiens pourraient en parler beaucoup mieux que moi. Et que donc ce sont des techniques... Alors peut-être que dans le guidage, on arrivera à améliorer les choses, comme déjà les robots permettent de le faire en chirurgie gynécologique ou prostatique, par exemple. Mais il n'y a aucun doute qu'il y a des applications qui vont sortir encore de tout ça. Peut-être avant d'essayer oui. Est-ce qu'il y a des questions? Une autre question, peut-être, oui. Question simple, excusez-moi, parce que finalement, en écoutant cette conférence, je suis paradoxalement rassurée sur l'idée que l'anonymat est préservé si ce sont des mégadonnées, c'est-à-dire que c'est un brassage, je comprends bien, d'une somme d'informations. Et du coup, il y a un découpage tel des informations, enfin, on n'arrive plus à les individualiser. Enfin, voilà, question. Il y a également des serveurs d'anonymisation. Au-delà du découpage, il y a aussi l'anonymisation du patient qui est conservée parce que toutes les données vont être démunies de leur nom et ils vont devenir juste un numéro temporaire le temps du traitement de l'information avant que ça revienne sur nos serveurs d'anonymisation qui sont localement dans nos services, qui vont rétablir la correspondance entre la donnée et le nom. Une question peut-être, madame, là. L'intelligence artificielle, est-ce une programmation mentale? C'est un peu compliqué de répondre dans le sens où l'intelligence artificielle n'a pas vraiment de personnalité. C'est juste une méthode d'analyse d'une donnée. On va lui fournir de l'information, elle va l'analyser à sa manière et nous donner son ressenti. Après, je ne suis pas sûr qu'on peut parler de construction mentale. En tout cas, c'est puisé, c'est une simulation intellectuelle de manière à répondre à une question. On n'en est pas encore à des unités informatiques qui vont pouvoir répondre avec des questions créatives. La créativité, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'existe pas en intelligence artificielle. On arrive à lui faire reproduire des choses, comme par exemple, si on lui fournit des symphonies de Brahms, il va être capable de créer une symphonie qui ressemble à Brahms, mais il n'y aura pas d'originalité dans ce qu'elle va créer. Ça ne va pas être quelque chose d'unique. Ça sera que des
embriquements de petits morceaux qu'on aura déjà connus. Donc on ne peut pas vraiment lui attribuer une personnalité ni même une construction mentale, en tout cas à l'heure actuelle des technologies. On est encore loin du cerveau humain, si c'est ça votre question. Et heureusement, très, très peut-être. loin. Et heureusement, et ce qu'on appelle les circuits neuronaux qui se développent, etc., en fait, sont des constructions, on va vers l'informatique quantique, mais ça ne reste pas une réflexion comme celle d'un être humain, on est loin de là. Ça reste de l'informatique avec des algorithmes, des formules mathématiques qui sont programmées par des informaticiens et des mathématiciens. Donc heureusement, on en est loin. Et avant peut-être d'aller prendre un café, oui, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est celle-là que vous ont dit Ludovic et Robert, c'est que l'humain reste très important. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, avant que ça démarre, les jeunes médecins, nos internes, nos chefs de clinique sont très inquiets justement de l'avenir en disant est-ce qu'il faut continuer à faire notamment de la radiologie, puisqu'on se dit que si la radiologie remplace le radiologue, il n'y en a plus besoin. Or, à mon sens, je pense que c'est complètement faux. Si on reste, en effet, si on reste des techniciens, même très entraînés à lire des images, évidemment que la machine va remplacer. Mais ce que la machine ne remplace pas, c'est l'humanité. C'est-à-dire qu'il faut rester des médecins. Et la médecine reste un art. Et que ces outils restent des outils au service de l'art qui est la médecine, au service d'êtres humains vis-à-vis d'autres êtres humains. Et c'est ça qu'il faut garder, notre humanité. Et j'allais même dire de plus en plus. C'est-à-dire que je pense que l'intelligence artificielle va augmenter, pour revenir sur l'intelligence augmentée, va augmenter, je l'espère, le caractère humain des jeunes médecins de demain. Parce qu'on a eu souvent tendance, il y a des générations qui sont devenues des très bons techniciens et qui oublient parfois d'être des êtres humains. Et je pense que ça va remettre les choses en place et ça ne va pas remplacer. C'est bien peut-être à rappeler. Est-ce qu'il n'y a peut-être plus de questions? On va marquer une petite pause si vous en êtes d'accord. Et on se retrouve très vite pour la suite de nos débats.